Avez-vous déjà vu Poutou, 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 un nouveau venu au pays des tout-poutous? poutou, poutou, poutou. Tipit. Poutou, tipit. Poutou, poutou, pit. Tout poutou, tout poutou, tout poutou, 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 tout poutou, tout poutou, tout poutou, poutou, poutou. Maintenant, oui. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui avec Flavie. Coucou. Ça va la pêche, la cofondatrice de la cellule, co-directrice de la cellule. J'ai un badge licorne, vous perdez tous au jeu. Voilà, tu crées aussi en ce moment un jeu sur les comptes. Nous sommes avec Valentin T. Valentin, ça va? Ah bah super, merci. Tu participes activement aux courants alternatifs, à la cellule aussi où tu racontes tout un tas de théories sur la linguistique très intéressantes. Nous sommes également avec Antoine Morgenthaler. Antoine, ça va la pêche? Oui, j'ai mangé de la glace, j'étais content. Auteur d'un essai sur le jeu de rôle et puis Tu peux même en manger un peu plus, ce sera raccord avec le jeu. Oui. fan de Sens devant l'éternel. Nous sommes avec Fabien Ilvain. Salut Romain Akir. Et auteur de Monostatos, des saveurs du ciel, de Sphinx. Je suis pressé de pouvoir dire que je suis auteur de d'autres jeux. Tu vois. Et nous sommes avec Chloé. Chloé, ça va la pêche? Coucou, salut. Tu es un petit peu notre naïf ici à la cellule qui fait pas trop de jeux de rôle. Et ça, c'est bien parce qu'il faut toujours parmi les fins théoriciens, n'est-ce pas, Valentin, des gens aussi qui nous remettent un petit peu les pieds sur terre, parmi les joueurs qui se contentent juste de jouer, pas uniquement d'analyser. Aujourd'hui, on analyse ou on joue à Clover. Un jeu de Ben Lehman. Ben Lehman. Alors, sachant que je veux masteriser ce jeu depuis très longtemps, parce que je le trouve trop kawaii, trop mignon. Alors, j'explique. Clover, c'est l'histoire d'une petite fille et comme le dit Ben Lehman dedans, en fait, on va imaginer non pas une enfance normale, mais une enfance idyllique telle que personne n'a pu l'avoir. Et donc, Clover, c'est une petite fille de 5 ans. Et à qui il va arriver des petites aventures trop mignonnes. Donc, si elle prend le bus, elle rencontre pas un pervers trop chelou. Au contraire, elle va rencontrer des amis avec qui elle sera trop contente de faire des trucs. Et donc, quel que soit ce qu'on va imaginer, il va falloir imaginer des trucs chouettes et pas laisser d'esprit tordu d'adultes relous pourrir ça. Voilà. Tu dis kawaii a raison, parce que je vois que les illustrations sont un peu manga et compagnie. Oui, en fait, Les illustrations ont été faites par Patricia Benissiou. Je ne sais pas si je le prononce bien. L'inspiration d'origine, c'est un livre qui s'appelle... c'est un manga de Slice of Life qui s'appelle Yotsubato de Kiyohiko Azuma, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Yotsuba, ce qui veut dire trèfle, c'est-à-dire Clover, parce qu'effectivement, elle a 4 couettes toutes vertes qui partent dans 4 directions, et puis donc elle emménage dans un quartier, et puis elle se fait des amis, ils vont c'est hyper slice of life, quoi. Les trucs les plus trépidants, c'est du genre, elle apporte une bouteille de lait à sa meilleure amie qui est à son école, ils vont chasser. Je veux tellement jouer à ça. Voilà, et donc très kawaii. Valentin? Flavie, tu veux dire que c'est possible de faire du jeu de rôle sans conflit? Mais j'en fais plein sans conflit, mon chéri. Du jeu de rôle dans lequel on ne peut pas se taper. Combien il y en a de points de vie, Yotsuba? Combien ça fait de dommages Eh bien, je vais vous expliquer comment nous allons jouer. La première chose, c'est qu'il faudra choisir quelqu'un qui sera Clover. Alors, il faut imaginer que Clover, elle est énergique, enthousiaste, tout est trop bien et excitant, et même les choses qui lui font un petit peu peur, elle adore ses amis et son papa. Le papa, ça va être le maître de jeu, ça va être moi. Le papa, c'est un jeune homme qui est dans sa vingtaine et il est gentil, parle doucement, il est amical. Ça, en gros, c'est le maître de jeu. Et quand on explique en fait qui est le père de Clover, on explique comment doit être le maître de jeu. Et je trouvais ça très cool. Il a un travail qui fait que la plupart du temps, il travaille chez lui, mais que de temps en temps, il doit s'absenter plusieurs jours et que Clover va devoir aller s'installer chez des amis pendant ces quelques jours-là. Mais heureusement, tout est super. Il n'est pas fait mention de la maman de Clover. Elle a des amis qui sont cool. On va jouer à plus que 2. Donc, il y aura quelqu'un qui va jouer le papa, donc le maître de jeu, moi, quelqu'un qui va jouer Clover, et les autres vont jouer les amis. Quand vous jouez les amis, ils sont dans
dans le petit livret que je Le tiens. manuel, ouais. Et donc, je dois vous montrer en fait cette page-là et vous choisissez quel ami vous allez rencontrer. Cette page-là, en podcast, ça veut juste rien dire. Bah, Donne une à moi, page, je bah, vais il y a une l'écrire. page, il y a une page pour chaque perso. D'accord, page donc pour il y a chaque une perso. page Alors, par je vais vous dire perso. les C'est des persos qu'il y a. pré-tirés finalement. Ouais. Voilà. ouais. Il y a son ami May. Enfin, je vous les expliquerai après. Il y a Sarah qui est plus grande. Il y a des amis qui sont de son âge, des amis qui sont les grandes sœurs de ses amis. Il y a le meilleur ami de son père. Il y a son voisin. Bref, il y a de quoi faire, quoi. Tu peux jouer un chien même, il me semble, non? Je crois, oui. Ou non, c'est tu peux jouer un garçon. un petit garçon qui a un qui chien. a un chien, ouais. Ouais. Donc ensuite, comment on fait? On C'est un jeu. s'assoit en cercle. Qu'est-ce que tu fais? Donc, on s'assoit en cercle. Chacun va contrôler un personnage à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire contrôler son personnage? On dit ce que son perso dit ou fait. Et le maître de jeu vous demandera aussi de parler des sentiments du personnage. Et le père de Clover, il va décrire le monde autour de vous. Alors, comment ça se passe? Alors, au début, Clover, elle est chez elle. Donc, le père, il décrit sa chambre et il explique pourquoi est-ce qu'elle va devoir sortir de sa chambre. Pendant le jeu, moi, je vous poserai des questions sur le lieu et les personnages que vous imaginez pour en apprendre plus sur eux. Clover demandera à son papa au moins une question sur ce qui l'entoure jusqu'à ce qu'elle arrive à visualiser ce qu'il y a autour d'elle. Il est en droit de lui dire « Tu ne sais pas, pourquoi ne pas le découvrir? Aller plus vers l'avant, bouge-toi un peu les fesses et trouve ce qu'il y a autour de toi, ma chérie. » Les amis aussi peuvent poser des questions au papa. Et les questions pour Clover et ses amis, le papa pose au moins à Clover une question sur, c'est marqué Eternal States, dans son état émotionnel, quoi. Il peut aussi poser des questions aux amis. Faire des choses après les questions du papa, Clover et ses amis disent ce qu'ils vont faire jusqu'au moment où ça les amène à un nouveau lieu et donc à de nouvelles questions. Alors d'après ce que j'ai compris, pour faire des choses, il faudra lancer un dé. Alors j'ai bien aimé l'expression anglaise, je ne sais pas du tout comment la traduire, rolling height. En gros, faire rouler le dé toujours plus haut. Tu fais rouler le dé, tu peux pas échouer, mais plus la réussite est grande, plus tu réussis bien. Si c'est difficile, il faut lancer le dé pour faire bien. Est-ce que je peux venir? La question est toujours oui. Est-ce que tu aimerais venir? Est-ce que tu sais pas si tu es intéressé? Tu lances les dés. Es-tu fatigué? As-tu faim? Tu dois retourner à la maison. Que se passe-t-il quand même quand tu as 5 ans et que quand tu as lancé le dé, tu as réussi, mais tu n'as pas réussi très bien? Eh bien, c'est pas grave. Tu vas apprendre à faire ce truc-là avec quelqu'un que tu vas rencontrer et tu pourras recommencer. Qu'est-ce qui se passe quand on va ailleurs? On recommence ça. Clover va poser une question à son papa pour savoir ce qui l'entoure. Et les amis peuvent poser des questions aussi. Ensuite, le papa va poser des questions sur comment est-ce que vous vous sentez, quelles sont vos envies. Ensuite, vous me décrirez ce que vous voulez faire jusqu'au moment où vous changerez de lieu. Comment... C'est un jeu qui vient du cosmos, ce truc. C'est génial. Comment Sandrine introduire Neyman, un il est ami fou, quoi. quand Clover rencontre un ou plusieurs amis et ils font quelque chose. Je le dis comme ça puisque dans le bouquin, il y a marqué « They're doing something ». Et les copains lui proposent de venir, ou alors elle décide de rester avec eux, ou alors elle dit juste coucou et puis elle les laisse, voilà. Mais s'il y a un nouvel ami qui arrive, en fait, vous regardez la page qui ça vous intéresse de jouer, et puis vous nous la lisez. Vous la lisez, vous nous faites un petit résumé, et puis ensuite, on commence à jouer tous ensemble parce qu'on est des amis. Les amis n'en ont pas l'obligation, ils posent des questions uniquement s'ils en ont envie. Et Clover, elle a le droit de jouer à imaginer des choses, et dans ces cas-là, elle doit décrire ce qu'elle imagine avec ses copains, de façon à ce que le papa puisse comprendre ce à quoi vous jouez. Voilà. Je pense que c'est bon, je vous ai tout décrit, on va pouvoir y aller. Ça vaut la peine de préciser juste le mode de publication de ce jeu, qui est... Vas-y, fais Alors, je péter. sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais au moment où je l'avais acheté, il était en Pay What You Want, à la fois en PDF, mais aussi en physique. C'est-à-dire qu'en fait, tu pouvais écrire à Ben Lehman en disant « Hey, envoie-moi ton jeu pour $0. Ah non, Pay What You Want, c'est pas $0. Tu dois au si. moins donner quelque chose. Pay What You Want, tu peux donner 0. Tu peux donner Tu 0. peux donner 0 Ouais. Ah, je savais pas, ok. Ouais, tout à fait. Mais et il disait que même comme ça, il arrivait encore à gagner de l'argent parce que le bouquin ne coûtait pas très cher. Ça se voit pas dans le podcast, mais le format est. J'ai fait une petite photo. Ok. On mettra en vidéo. C'est un format trop mignon, comme Ouais, pour les tout enfants. petit, vraiment Ça ressemble. C'est un monsieur madame en termes de format. Un tout petit peu plus petit, ouais. Ouais. À Et, quelques sans- et centimètres avec, et près, avec ouais. une couverture plus moins Moins cartonnée que cartonnée, les ouais. Monsieur Madame. Ouais.
C'est vrai qu'on n'a pas de jeu de rôle pour les monsieur, madame. Tiens, il y a peut-être une idée de Écoute, si jeu. Si tu veux, je veux la tasse Madame Lance un Câlin à appel côté de Vivien Chloé. Fleurasson. Ah oui, peut-être, effectivement. Monsieur, madame, sous la pluie. Non, mais en plus, on a une super collection, donc je pense qu'il aura de l'inspiration. Ah bah oui, parce que c'est un truc anglais à la base, Bah donc c'est ouais. normal que Vivian Thiessen... Vivian Thiessen, c'est normal qu'il c'est en ait intéressé envie. par Vincent ça. Féasson. Très bien. Ouais, on est fan des monsieur. Eh ben madame c'est parti. Oh oui, venez, on va à un goûter d'anniversaire. Ok, fin de la partie de Clover. Alors ça a donné quoi? C'était trop mignon. C'était trop mignon. L'effet est vraiment réussi. Alors, C'est pas chiant, enfin. Non, moi j'ai pas trouvé ça chiant. Ok, on y mais ça dure pas trop longtemps. Non, ce qu'il faut combattre quand t'es adulte, c'est l'envie de faire plein de sous-entendus vraiment crado. Et de faire, par exemple, au tout début, vite. t'es censé expliquer à Clover, qui du coup était jouée par Chloé, qu'elle va quitter sa chambre, mais pourquoi? Et donc elle va aller à un goûter d'anniversaire et elle doit prendre le bus. Et là, autour de la table, je sais plus qui lance, elle prend le bus tout seul. Et là, évidemment, tu réfrènes, parce que le contrat social, c'est de dire qu'elle va vivre une enfance idyllique comme personne n'a pu en vivre. Donc tu réfrènes l'idée de dire, elle rencontre un mec un peu chelou, qu'un père, bref, tu réfrènes certains trucs et voilà. Même sans aller tout de suite dans de la pédophilie, quoi. Avant ça, tu as effectivement souvent des envies de transgression parce que c'est rigolo. Hmm. Du style la chasse au trésor qui va dans la chambre des gens ou des trucs un peu creepy comme ça, quoi. Tous les jeux qui, de toute façon, te poussent comme ça un contrat très clair, te poussent aussi à la transgression par des mécanismes d'humour. Enfin, tous les jeux avec pas un contrat très clair, mais une couleur très claire te poussent à la transgression. Enfin, je veux dire. Particulièrement quand il y a le monde de l'enfance, parce que il y avait une vidéo de Lindsay Ellis, qui est une critique de cinéma que j'aime bien, dans laquelle elle analysait les différentes représentations du Père Noël. Et une de ses conclusions, c'est de dire que la plupart des représentations du Père Noël sont des représentations transgressives, type le Père Noël de Futurama, qui est un robot qui punit tout le monde à grands coups de lance-roquettes. Parce que, de la même manière que quand tu grandis, une des choses que tu apprends, c'est à élargir ton rapport au monde. C'est aussi un peu ce que te suggèrent souvent les thèmes de l'enfance. Donc pour masteriser le jeu, moi Salut. j'avais peur en fait de pas savoir exactement comment cadrer les scènes ou qu'il se passe rien pendant les scènes. Et j'étais assez étonnée en fait qu'avec l'explication et le fait que les personnages soient assez bien expliqués, assez clairs, déjà ça se passe plutôt bien. Le fait d'expliquer au début de chaque scène en fait ce que vous avez autour de vous et de vous faire vous rencontrer et de vous demander comment vous allez, en fait l'enseigne naturellement des scènes entre nous tous, hein, et naturellement on passait d'une activité à une autre. Quand je voyais que ça se posait un petit peu, je reposais des questions. Dites-moi comment vous vous sentez, notamment à Clover, et ça relançait naturellement des choses. Ok. Et à la fin de la journée dans le jeu, naturellement, Clover, ça faisait longtemps qu'on était en train de faire des choses à l'anniversaire, on avait pris le goûter, etc. Clover dit « je suis fatiguée » et du coup, le père vient la chercher et ça se finit. Qui jouait quoi. Clover? C'est toi, Chloé? Ouais. Ouais, c'est moi. Ouais. Ce que je sentais dans les regards. C'est Chloé Clover. Ok, et donc tu jouais facile, le papa? Tu jouais le papa, Flavie, si j'ai bien Oui, compris? et le parce que tu es papa, dominant. c'est le maître de jeu. Et vous étiez des amis, vous pouvez vous présenter rapidement? Antoine, tu jouais quoi comme ami, toi? Alors moi j'étais Aaron, qui est un garçon qui a le même âge que Clover et qui a un chien qui s'appelle Woof, qui était très présent. Et Aaron a beaucoup de jouets de vaisseaux spatiaux et il aime les règles. D'accord. Les règles Du jeu, il aime les règles du jeu, voilà, d'accord. moi, je comprends. C'est pas un futur mathématicien, quoi. Oh, peut-être, je sais pas. Non, mais j'ai l'impression que, comme il est décrit, moi je me le vois comme un gamin qui a besoin de règles. De règles, voilà. Oui, c'est aussi. vrai, Qui a d'accord. besoin Il likes rules. Ah. Donc, du coup, il aime quand les choses sont cadrées. En Soit fait. cadré, d'accord, très bien. Pas d'un- Fabien? Moi, je jouais Mac, le copain du papa de Clover, qui qui venait donner un coup de main à la fête d'anniversaire donc de May, l'amie de Clover, qui n'était pas un coup de main totalement désintéressé, parce que c'est précisé que Mac
une relation avec la grande sœur qui a 17 ans quand même, hein, de May. Elle a 19 ans. À 19 ans, Laurel. Ça va, c'est plus tenable. Donc il venait, et puis il y a eu une part de l'humour du personnage jouait sur le fait que il y avait toujours des communications à deux niveaux, quoi, à la fois avec les gamins. Mais ce qui est présent aussi dans l'original, dans Yotsubato, il y a souvent des trucs du genre Hey Yotsuba, tu veux pas aller convaincre ta meilleure amie et sa grande sœur qu'on aille tous ensemble à la piscine? D'accord. Ouais. Ok. Et toi, Valentin, du coup? Alors moi je jouais Sarah, 14 ans, qui est la grande sœur de May et la petite sœur de Laurel, qui adore les études. Elle vient d'entrer au lycée et qui est très studieuse et qui a des grandes lunettes et qui est un peu maladroite. D'accord, ok. Qui s'est révélée être multitâche entre herboriste, pâtissière, magicienne et tout ça. C'est génial, quoi. Tous ces personnages très caricaturaux des... Justement, en fait, c'est ça qui est aussi intéressant dans le jeu, c'est que tu peux jouer... moi, je suis à la base une grosse fan de Sakura, Card Captor, et de Tsubasa Chronicle et du travail global de Clamp. Et du coup, en fait, là, j'ai pu m'éclater à faire du Sakura-like, en fait. Le fait de retrouver les cartes de clon en moins, tu vois. Mais c'était quand même assez agréable, du coup, de pouvoir C'est quoi Sakura réutiliser... comme fiction? Tu peux me raconter un peu? C'est une petite fille qui est dans une bibliothèque et elle va ouvrir un livre. En fait, c'est un livre qu'elle n'aurait pas dû ouvrir, qu'elle est allée chercher dans un endroit un peu plus obscur de la bibliothèque, et elle libère toutes les cartes de clon. Sauf que les cartes de clon, en fait, sont des personnages magiques qui étaient enfermés là pour éviter qu'ils fassent du mal aux gens. Et de fait, elle devient un card captor Sakura, c'est-à-dire qu'elle va devoir rattraper les cartes et elle a un pouvoir magique avec des sceptres et elle a un familier qui va l'aider et qui va se révéler être beaucoup plus que ça dans l'univers de card captor Sakura. Elle va être aidée en ça par sa meilleure amie qui sait créer des costumes et donc qui lui crée tout le temps plein de costumes de ouf et qui est plus ou moins amoureuse de Sakura, avec qui Sakura elles ont une chouette relation. Elle a son grand frère qui a aussi son petit copain et plus tard va y avoir un petit garçon dans l'histoire qui va arriver et ça va faire un jeu de triangle amoureux entre Sakura, ce petit garçon, et sa meilleure amie et en même temps tu rattrapes des cartes et c'est très mignon parce que Sakura elle va t'amener à rattraper des cartes à la fête des fleurs de cerisier, quand elle va aller à une fête, enfin tu vois c'est vraiment cet univers là on est vraiment dans très fan. On est vraiment dans ce type de couleur, ce type d'univers, quoi. Alors, comment ça se passe concrètement? Enfin, pourquoi ça fonctionne par exemple, la première scène, j'aimerais bien te dire pourquoi ça fonctionne. Les visages sont tellement fermés à gauche de la table que je sais pas. J'aimerais bien te dire pourquoi ça fonctionne. C'est extrêmement simple, donc il va pas y avoir grand-chose à dire sur le détail, de comment ça fonctionne. Les scènes s'enchaînent, il y a très peu de références à des règles, et donc c'est juste on raconte les choses petit à petit. En fait, au début, je cadre la scène, j'explique ce qu'il y a autour d'eux, puis au bout d'un moment, j'ai même plus besoin de le faire parce qu'on va être au goûter d'anniversaire, donc voilà. Et le fait que je leur demande au début comment vous vous sentez, du coup ils expliquent les choses. Et puis ensuite, donc en fait, il y a un ami qui arrive ou un ami qui prend la parole et qui propose de faire quelque chose. Puisque je rappelle que l'une des scènes, l'une des règles, c'est faire quelque chose. Donc après les questions, les joueurs sont censés dire ce qu'ils vont faire. Et naturellement, en fait, les joueurs disent moi j'ai un cadeau, on l'ouvre et puis dans le cadeau il y a une piscine gonflable. Et là, Mac décide de montrer à Lorraine comme il est fort en soufflant dans la piscine et comme il prend bien soin des enfants. Et puis là, tout le monde met un maillot de bain parce que c'est trop cool. Mais elle avait prévu des maillots de bain pour tout le monde et c'est trop chouette, donc on explique pourquoi Wouf il peut rentrer dans la piscine et tout le monde joue dans la piscine et puis ensuite c'est l'heure du goûter, puis naturellement avec les... C'est pas méga chiant, je veux dire, bordel. Non, carrément pas, mais ça dure pas longtemps, mais c'est chouette en fait. Moi, le seul vrai défaut que j'ai le seul défaut que j'ai dans le jeu et qui fait que effectivement je pourrais pas y jouer des heures non plus, c'est qu'il demande beaucoup de compenser, c'est-à-dire qu'il te demande tout le temps de faire des efforts pour apporter de l'énergie, pour apporter des idées, pour faire de l'humour par toi-même, et qu'il y a peu de structures qui t'accompagnent là-dedans, tu vois. Donc de dire maintenant je vais inventer un spectacle, maintenant on va faire une fête, on va faire une chasse au trésor, voilà ce qu'on va trouver dans la chasse au trésor. Alors donc il y a beaucoup de jeux, excuse-moi, il y a beaucoup de jeux qui me font vraiment cet effet-là, où effectivement le pitch initial est sympa et tout, mais après il faut
qu'il faut que tu rames à fond. Et le moment où Chloé a dit que Clover était fatiguée, moi j'étais fatigué On comme est Clover. tous contents quoi. aussi, en fait. On On est était tous là, fatigués. Il y a une raison si ça c'était- dure pas longtemps. C'est parce que tu compenses beaucoup, tu es obligé de faire beaucoup d'imagination. Moi, j'avoue, je m'étais mis un serre-tête de licorne pour faire un peu n'importe quoi et motiver un peu des trucs. Parce que je m'étais dit que ça mettrait. Serre-tête de licorne. Oui. Oui, Vous oui. perdez tous au jeu. Avec mon badge de licorne, parce que je m'étais dit que du coup, ça motiverait tout le monde à avoir des idées, que ça amènerait une sorte de kawaii autour de la table et que du coup, ça poserait un peu aussi des bases. Ouais. Et que ça, voilà, on rigolerait un peu de ça à la base et que du coup, ça permettrait de rigoler après autour. De ce fait-là, j'avais posé la fête d'anniversaire et même la chambre de Clover avec plein d'animaux mythologiques, etc., pour que tout le monde ait envie de parler de ça, pour que ça amène un peu un côté kawaii pour la fête. J'avais aussi mis des trucs parce qu'en lisant les règles, je me suis dit que sinon, on allait se regarder, on se connaît pas tous hyper bien. Est-ce qu'on allait pouvoir se lâcher? Parce qu'en vrai, il faut pouvoir vraiment se lâcher pour pouvoir faire tout ce qu'on a fait, quoi. Alors moi j'ai été étonné que ce soit pas l'anniversaire de Fabien. Clover, parce que j'ai trouvé que finalement Clover était pas vraiment au centre, alors que je m'imaginais... j'avais déjà fait une première partie, mais c'était une partie à 2, donc c'était encore autre chose, mais je m'imaginais à la lecture que Clover devait être beaucoup plus au centre. Mais est-ce que justement ça c'est pas quelque Chloé. chose qui dépend des parties dans cette partie Clover n'était pas au centre, dans une autre partie Clover est le centre de l'univers. D'autant que ça fait partie des. J'ai pris une des propositions de fin de jeu, qu'elle a, il y a un goûter d'anniversaire. Donc, c'est pas son goûter d'anniversaire. Ok. Oui, je pense que ça dépend Donc, aussi du coup, scénario. dans ce que j'ai lu, elle est censée aussi pouvoir arriver voir des amis et juste dire bonjour et repartir. Elle n'est pas forcément totalement au centre de tout, en fait. D'ailleurs, pour donner une idée des autres aventures, elle se résume comme ça. Parce qu'on l'avait pas dit tout à l'heure, je pense que ça vaut la peine. Il y a juste après la pluie, nourrir les canards, aller jouer au parc, explorer la cave, une randonnée avec papa et Mac. Voilà, pour donner une idée un peu de ce qu'on peut jouer comme. Ok. De l'extérieur, juste, je me dis, moi, par exemple, j'ai pas du tout envie de jouer à ce jeu. C'est des problématiques qui m'intéressent pas du tout. Je veux dire, y a ça pas va de problématique, du tout en fait. Voilà, c'est ça. Il y a pas de problématique. Voilà. C'est pire encore. J'osais pas le dire, en fait. Non, mais tu explores un canon. Ouais. Ouais, c'est c'est quand pourquoi j'ai eu envie de jouer à ce jeu, comme je vous le dis. Enfin, je suis fan de Sakura. J'étais contente d'aller explorer ce canon-là, quoi. D'accord. Ça me faisait marrer de jouer ça. Maintenant, est-ce que j'aurais fait des parties hyper longues, etc. Non, c'est un jeu très court. Je pense que plus tard, j'y jouerai, pourquoi pas, avec mes enfants. Enfin, Puis c'est moi où j'ai l'impression que toute la règle tient dans cette règle de vous devez. C'est quoi la première règle? C'est voilà, vous devez. jouer une enfance idyllique, Voilà, c'est ça. telle que vous n'en Et aurez puis jamais. Et puis point. Enfin, tu vois, la règle elle tiendrait presque en cette seule phrase. Oui, mais elle est importante puisque j'ai été obligée de la rappeler plusieurs fois dans la partie. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais j'ai l'impression que c'est celle qui cadre principalement. Mais en même temps, c'est celle aussi qui amène compétitionnel. plein de regards complices autour du cercle. Quand tu joues et que tu fais un truc et t'es là, je vais faire ça. Ça va être juste tellement abusé et je le fais quand même et c'est Donc- rigolo, quoi. Donc on prend du plaisir finalement à proposer des choses dont on sait que les autres pensent plein de trucs scabreux ou bizarres ou décalés. Pas Ou même que forcément. c'est impossible, genre quand Valentin il propose avec son personnage de faire un spectacle de magie avec des trucs totalement impossibles et qu'en fait il donne ensuite au petit Aaron le livre La magie pour les nuls alors qu'il a proposé des trucs genre il y a des dans son tour de magie il y a même de la téléportation, quoi. C'est pas de la magie pour les nuls mais ça passe, on s'en fout, quoi. C'est drôle. D'accord. Tu voulais ajouter quelque chose, Antoine? Il a juste Antoine, il prend le micro, il sourit et puis il repart. J'ai pris le micro pour dire la même chose, donc du coup, hop. D'accord, ok, très bien. Valentin, je vois que t'es en train de prendre des notes. Ouais, j'ai quelques notes. T'as quelques... En fait, c'était sur le côté, il n'y a pas de problématique. J'ai l'impression que c'est un débat assez récurrent. C'est quoi la motivation à jouer à un jeu comme ça? Alors, à part Flavie de... je pense que c'est. Alors, moi, pour moi, il y en a deux en tout cas. La première, c'est la contemplation. C'est-à-dire qu'on est dans un état dans lequel il y a une anesthésie des problématiques et des conflits. Ouais. En fait, c'est justement parce qu'il y a l'anesthésie de ces conflits, des problématiques extérieures, qu'on peut se mettre dans une situation de contemplation. On n'a plus qu'à faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Et qui est soutenu d'ailleurs par le rolling high où le fait de lancer le dé, tu peux pas échouer mais tu expliques
comment tu réussis, mais plus ou moins bien. Et quand tu ne réussis pas bien, tu demandes en fait à quelqu'un de t'apprendre à le faire. Il y a un côté assez doux en fait. À un moment, on a fait une chasse au trésor et quand il lançait le dé, c'était le nombre de cadeaux qu'il trouvait. Et du coup, c'est assez mignon en fait parce que voilà quoi. C'est vraiment, ça soutient ça. C'est juste que tu vas essayer d'imaginer de plus en plus de choses. Et comme Chloé, du coup, elle avait plein de cadeaux à trouver, donc elle s'est mise à chercher, du coup, plutôt des cadeaux à partager, etc. Parce que naturellement, en fait, t'as pas envie de décrire pour toi quand tu fais autour de la table. Tu cherches aussi l'approbation autour de la table. Donc, tu te mets à chercher comment tu vas pouvoir tourner tes réussites de façon à ce que tout le monde soit en réussite autour de la table. C'est vraiment presque un jeu qui motive le partage, en fait, des réussites. D'accord, ouais. Ok, là d'un coup, ça devient assez clair, en fait. En annihilant du coup les enjeux, certains types d'enjeux, on obtient un phénomène de contemplation. Ok. Ouais, je pense que c'est pas du tout le seul truc. C'est-à-dire que par exemple, le setting propose des enjeux triviaux. Donc en fait, on n'est pas en train de dire que Clover va faire, je sais pas, des choses assez incroyables où elle va partir en voyage avec son père, je sais pas quoi. C'est des enjeux qui sont vraiment locaux et ça participe complètement de la contemplation. Bien sûr. Parce qu'on est là à ne plus qu'avoir à profiter d'un instant très simple, très. Voilà. Petit Et où on instant a magique. envie que personne ne reste à l'écart, y compris le chien. Du coup, on se met à décrire naturellement tout ce que le chien fait. Et si à un moment quelqu'un oublie le chien, autour de la table, il y a quelqu'un qui fait naturellement. Ouais, et puis le chien, Ouf. le chien, c'est une source d'amusement et d'humour, toi. C'est un jouet en quelque sorte. Mais je dis pas, pour une fois, je dis pas ça au sens où j'entends habituellement. C'est un peu une peluche, quoi, ce jeu en quelque sorte. Et puis tout est toujours, c'est la question, si est-ce que je peux venir, est-ce que je peux faire ça, la réponse est toujours oui. Donc en fait, c'est comment tu vas le faire. Et du coup, puisque c'est oui, tu as envie de le faire avec le plus de monde possible autour du cercle. En fait, c'est un jeu assez, enfin, je vais pas dire fédérateur, mais qui lie quelque chose avec ceux qui sont autour du cercle. D'ailleurs, à la fin, tu fais un bisou à May, et en même temps tu me fais un bisou. Enfin, on s'était pas encore fait de bisous, Chloé. Voilà. Il y a ce petit côté-là aussi. Il y a eu d'autres moments comme ça où tu m'as donné ton serre-tête licorne, on a échangé des costumes avec Mac, où j'ai pris mon bonnet de Père Noël et je t'ai donné ma baguette magique de mon costume de fée. On n'avait pas de vrais objets à échanger, mais on a vraiment joué le tiens, je te le donne, je le reprends. Enfin voilà. Il y a eu de la gestuelle aussi. Il y a eu une gestuelle effectivement qui. C'est important de dire aussi qu'on était assis dans l'herbe, à moitié au soleil, à moitié à l'ombre. Tu vois, on n'était pas dans le bureau ésotérique avec les trucs un peu zarbi autour de nous, quoi. On s'est choisi volontairement. J'avais aussi fait le setting à l'extérieur du jeu, comme j'ai dit, j'avais choisi mon serre-tête licorne. J'avais déjà envisagé quand j'ai marqué c'est sitting around. Donc je m'étais dit on va s'asseoir en cercle dans le jardin. Ça peut être around, mais autour d'une table. Je me suis dit c'est dommage de jouer autour d'une table à un truc comme ce jeu, quoi. Enfin, autant aller jouer et puis jouer vraiment, tu vois, jouer à faire semblant comme elle va jouer à faire semblant dans le jeu au final. Au final, moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir, je vais pas dire 5 ans à nouveau, mais un peu ça, à jouer à avoir 5 ans en fait. Et ce que j'ai trouvé cool, c'est aussi qu'au début, on surjouait tous le fait d'avoir 5 ans en parlant et que ce truc a disparu au fur et à mesure du jeu. Là où au début, du coup, on essayait de surjouer l'enfance idyllique, etc. À la fin, on ne faisait plus les enfants quand on jouait. Juste, c'était notre voix normale qui disait ce qu'on allait faire en tant qu'enfant de 5 ans. Et c'était aussi très agréable de voir que ce trait que beaucoup d'adultes ont, qui est de singer en fait l'enfance, disparaît en jouant un jeu sur l'enfance assez contemplatif qui pousse au partage. Yes, Valentin. Ouais, d'autant plus qu'il y a le fait que le setting soit trivial, on n'est pas poussé à essayer de faire une super performance artistique en fait. C'est-à-dire, par exemple dans un prosopopée où le monde est assez merveilleux et magnifique et c'est un présupposé en fait. C'est pas forcément une conséquence, c'est déjà a priori. On va être on va avoir une tâche. C'est d'être responsable de ce monde merveilleux. Donc en fait, il y a une pression à la création parce que le monde est magnifique et beau et intéressant avec de la poésie. Parce que là, c'est très simple et trivial. Donc il y a peu d'enjeux en fait dans nos descriptions. Donc on fait des descriptions qui nous passent par la tête de choses très simples, ce qui est en raccord avec la simplicité, la facilité du jeu lui-même, quoi, de la fiction. Est-ce que tu as déjà joué à des jeux? Est-ce que autour de la table, vous avez déjà joué à des jeux de ce type, des jeux contemplatifs, etc., auxquels vous pourriez comparer Clover? Ouais. Valentin. Oui, moi ça me fait pas mal penser à Happy Together de Gaël Sacré.
dans lequel il y a des enjeux qui sont pas de l'ordre du conflit ou de la résolution de problématiques, quoi. D'accord. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Je pense à La vie de l'absent, dans une certaine mesure. Bon, le thème est très différent. Mais il y a une possibilité en fait de jouer de manière très altruiste. En fait, on va simplement partager des sentiments, des impressions, des souvenirs, des jeux de partage. En fait, j'ai le sentiment que c'est une question de gameplay en fait, D'accord, ouais. parce que en fait, Clover c'est un jeu avec MJ, mais en fait c'est pas vraiment un jeu avec MJ, parce que on peut inventer spontanément tout ce qu'on veut en tant que joueur, dans le sens où Et puis le rôle du père est seulement d'être bienveillant et de vous demander de vos émotions. Et quand vous en avez besoin, vous me le demandez. Et là, je vous explique ce qu'il y a autour. Mais si vous avez, à un moment, vous m'avez même dit, faudrait que tu joues mais. Parce qu'en fait, moi, je me contentais de vous regarder, d'être contente de voir le truc se faire. Et en fait, je pense que même là encore, il y avait encore besoin de partage. Et donc, vous aviez envie que je joue. Donc, j'ai fini par jouer mais sinon, en fait, le MJ, entre guillemets, c'est pour ça qu'il a appelé le papa. C'est juste un papa observateur et bienveillant. Je vous ai juste demandé régulièrement comment vous vous sentiez quand je sentais qu'il fallait relancer une nouvelle activité. Et puis, voilà quoi. Et puis, à un moment, vous m'avez demandé de décrire la maison. Donc, j'ai décrit la maison pour la chasse au trésor. Et vous avez même rajouté à ce moment-là un grenier. Et il n'y a pas eu besoin que je décrive le grenier. Vous vous êtes très bien débrouillé tout seul. Vous avez demandé si le chien pouvait monter, donc il a fallu que je décrive l'escalier. C'est génial. Et voilà. Et c'est tout, quoi. Je trouve intéressant le fait que régulièrement le MJ doive nous demander comment on se sent. Parce qu'en fait, ça renvoie, si tu vois ça un peu du point de vue la question de la sécurité émotionnelle, en quelque sorte, c'est un espèce de jeu qui est super secure émotionnellement, dans lequel on est tout le temps en train de te dire alors comment tu te sens, ça va, c'est bien et tout, à travers ton personnage évidemment, hein, mais quand même, ce qui fait que il y a une vraie, comment dire, un vrai care, une vraie attention les uns aux autres. Et dans le jeu, en fait, je suis censée le demander avant tout à Clover et de temps en temps aux amis. Et donc, je le faisais de temps en temps uniquement à Clover et de temps en temps, je faisais à vous tous aussi pour relancer, en fait, quand je chantais que du coup, chacun repartait un peu dans son univers. À ce moment-là, je vous demandais à tous de m'expliquer comment vous vous sentiez. Et du coup, ça relançait la dynamique autour de la table. On va faire des trucs ensemble. C'est d'ailleurs après ça qu'à un moment, Valentin m'a dit, je prépare un spectacle. Et que vous avez décidé de grimper tous ensemble. Moi même souvent, quand tu poses les questions, comment vous vous sentez, j'avais du mal à y répondre autrement que déjà par l'action suivante que j'envisageais de faire, en fait. Parce que par moments, c'est difficile d'exprimer de résumer comme un ressenti. J'ai envie de faire ça, tu vois. Et il y a beaucoup de cas où j'ai dit je me sens d'humeur blagueuse parce que j'ai envie de faire ça. En fait, ça effectivement, étrangement, dans le contexte de Clover, je trouve que ça amenait plus à pousser à l'action suivante que juste à décrire le ressenti isolément des actions qu'on a envie de faire ou du reste. Par exemple, à un moment, Chloé dit c'est super, je suis trop contente. Mais je commence à avoir faim. Ça te pousse aussi à te demander tes besoins qui du coup vont amener naturellement à la prochaine scène où tu dois faire des choses, doing things. D'accord, ok. Mais effectivement, les premières fois où tu as demandé à Clover comment elle se sentait, je me suis sentie un peu limitée parce qu'une petite fille, elle va te répondre bien. Je me sens bien, je suis contente. Je me voyais pas te répondre je suis contente toute la partie. Donc j'ai aussi à un moment donné essayé de faire d'autres choses et effectivement amener sur la suite, comme tu disais, j'ai faim, je me sens épuisée, je me sens excitée. Est-ce qu'on pourrait pas faire autre chose voilà. Flavie. Oui, et puis en fait, ce que tu décris, c'est plus les enfants de 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants de 5 ans. Et c'est là que c'est rigolo parce que quand on est adulte, en fait, on a tendance à assimiler les actions des enfants toujours à quelque chose de très simple, genre bien, content, etc. Et c'est pour ça qu'au début du jeu, en fait, vous surjouiez tous un peu cette enfance. Et qu'au fur et à mesure, en fait, puisque vous vous sentez pas, en fait, de dire content, juste bien, etc., vous vous mettez, en fait, à donner plus de choses en fait à l'enfant que vous êtes en train de jouer, parce qu'en vrai un enfant de 5 ans il a passé ce qu'on appelle l'âge d'or de la maternelle, donc il est capable de, avec évidemment des guillemets, mais d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'il est capable d'expliquer de ses émotions et du coup à la fin je trouvais que vous étiez plus dans le canon esthétique
et émotionnel des enfants vraiment de 5 ans que je connais, plutôt que ce que vous jouiez au début, en fait. Et c'était beaucoup moins caricatural, beaucoup plus proche de la vérité, donc un en peu fait. plus crédible. Exactement. Et c'est ça qui était cool. Je propose à tous les gens qui ont tendance à penser que les enfants sont des êtres stupides à jouer à ce jeu, de façon à ce que vous puissiez comprendre, en fait, certaines choses sur vos enfants, je pense. Non, c'est extrêmement difficile de se mettre dans la peau d'un enfant. Et d'expliquer ses émotions, d'expliquer ce que l'on a envie de faire, etc. Alors c'est cool aussi que tu sois là, Chloé, parce que justement, je précisais en début de podcast que tu as aidé grandement Vivien à créer Perdu sous la pluie et tout, où il y a justement des problématiques analogues. Non, il s'est débrouillé tout seul. T'as pas fait partie des playtesteuses? Non. Ah, je croyais. Pour la première version de Perdu sous la pluie, un tout petit peu, et ici d'ailleurs. D'accord. Mais non, très peu. Libreté, j'ai dû faire une partie avec Maxime. Au tout début de Libreté, voilà. Non, je ne playteste pas les jeux de Vivien, extrêmement rarement. D'accord. Du coup, je voulais te poser une question. L'enfance dans ce jeu, en comparaison par exemple avec l'enfance décrite dans Perdu sous la pluie, est-ce que tu vois des distinctions? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? L'univers étant totalement différent, voilà. Le jeu est extrêmement différent. Voilà. Le seul point commun, c'est l'enfant. Ouais. Donc après, effectivement, les deux jeux peuvent te pousser à la caricature de l'enfant. Et je me souviens de parties de Perdu sous la pluie. Je pense que ça le dépasse au fur et à mesure aussi. Bien sûr, mais je me souviens d'avoir plus joué, et j'étais pas la seule à avoir beaucoup caricaturé dans Perdu sous la pluie, ce que j'ai eu tendance à reproduire, en tout cas moi ici au début de la partie de Clover, et que j'ai très vite abandonné parce que c'est difficile, ça colle pas, et puis en fait c'est pas agréable de jouer en surjouant, en caricaturant. Et c'est très limité, c'est beaucoup plus limité que de raconter des émotions, des actions. Antoine. C'est vrai, Valentin, que tu disais tout à l'heure qu'il y a quasiment pas ou très peu d'enjeux ou de pression, mais moi, je trouve quand même qu'il y a toujours un peu de pression quoi qu'il arrive, et je dirais qu'elle est plus de cet ordre-là. Moi, la pression que j'avais au début, c'était plus la peur de la caricature, comment gérer cet aspect-là. Et ça, c'est une question qu'on se pose et une difficulté qu'on peut avoir qui s'estompe au fur et à mesure de la partie alors qu'on lâche prise de plus en plus, mais ça restait quelque chose en tout cas pour moi au début qui était où je m'inquiétais de tenir la longueur, même si la partie est courte, tenir la longueur d'un gamin de 5 ans sans que ça soit répétitif ou autre. Voilà. Valentin. Il y a un élément de système, je trouve, qui est assez intéressant, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment de MJ en fait, qu'on peut raconter un peu ce qu'on veut. Et que les enjeux, que les enjeux soient vidés de leur substance, fait que la résistance en fait qu'on va avoir, c'est une résistance de type séduction, où en fait on va juste simplement avoir envie, enfin séduction sans enjeu, c'est-à-dire on va simplement avoir envie de raconter des trucs que les autres trouvent cool. C'est le seul enjeu. En fait, c'est altruiste quoi, comme gameplay. C'est vraiment, voilà, quand arrive mon tour, j'ai envie simplement de raconter des trucs cool quoi. Et justement. Et c'est juste pour finir, je pense que c'est en parfait rapport avec la fiction et ce qui est créé, c'est-à-dire que le gameplay, le système principal du jeu, nous met complètement en convergence avec ce que font effectivement les enfants. Nous mettre en convergence? Ouais, j'expliquerai ça plus tard peut-être. D'accord, ok. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les actions que réalisent des joueurs sont les mêmes que les actions que réalisent les personnages. D'accord. C'est une certaine forme de synesthésie, mais c'est un peu différent. Synesthésie en encore plus fort. Parce que synesthésie, c'est des enjeux qui sont parallèles, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. La convergence, c'est le joueur et le personnage tendent à faire à ressentir la même chose. Font la même chose. Mon personnage cherche à plaire aux autres, et moi je cherche à raconter des choses qui font que mon personnage va plaire aux autres. Chloé. Non, il y a presque même des moments où on a mimé des choses. Quand tu parlais de on s'époussette, on enlève la poussière que l'on a eue dans le grenier. J'ai battu des pieds. Enfin voilà, on a presque même parfois joué en fait ce que faisait le personnage. Ouais. Au niveau des actions, tu parlais de la transaction des objets, de se passer les objets. Donné, quand on a fait la chasse au trésor aussi, il a fallu que j'essaye de trouver 6 trésors. Finalement, on n'a pas décrit 6 trésors. Et j'avais pensé par exemple à une corde à sauter, et je me suis imaginé 5 minutes après faire semblant, du coup le personnage faire de la corde à sauter et vraiment le jouer quoi. Valentin. Il y a un truc extrêmement simple en fait, c'est quand on raconte quelque chose qui est sympa, mignon, on va tous se faire des sourires.
Et en fait, c'est exactement ce que font les personnages de la fiction, quoi. Se renvoyer de l'amour, de la sympathie, Des etc. choses doudou. En fait, c'est ce qu'on fait à la table, ou enfin sur l'herbe, c'est ce que font les joueurs, en fait. C'est ça la convergence qu'il y a dans ce jeu-là, D'accord. qui est permise par le système, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les mécaniques d'approbation des joueurs autour de la table sont exactement équivalentes aux mécaniques d'approbation que les Social, personnages ouais. s'échangent entre eux, etc. Et moi, j'avoue, j'étais très enthousiaste à l'idée de jouer à ce jeu. Donc, quand vous proposiez quelque chose qui me faisait plaisir, je battais des mains, j'étais ah oui. Et aussi pour surjouer un petit peu, pour essayer de donner de l'envie. Je pense que si on veut masteriser ce jeu, faut aussi que le père soit un peu. Il est tendance à montrer en fait que ce qui est raconté autour de la table lui plaît et qu'il trouve ça cool que vous soyez en train de vous amuser, que son enfant s'amuse en fait. Et puis un point aussi, c'est que toi, comme tu l'as montré au cours de ce podcast, j'ai l'impression que tu connais un peu plus le canon esthétique dont s'inspire Clover que les joueurs autour de la table, et donc que tu peux aussi, tu vois, montrer à travers ces réactions-là emphatiques la façon dont dans les animés japonais c'est montré concrètement. C'est-à-dire là, ce que tu viens de mimer au micro, c'est exactement dans Sakura le genre de réaction que les personnages vont avoir. C'est-à-dire en fait, on voit que là, tu vois, tu es dans la célébration du canon esthétique de ce type d'animé, et voilà. Et donc du coup, en le surjouant comme ça, c'est plus que ouais, tu joues. C'est comme si tu étais un personnage de ces dessins animés là, quoi. Valentin. Ouais, mais j'ai tendance à dire qu'en fait, même si on commence avec cette idée de canon esthétique, le gameplay du jeu va nous emmener vers autre chose, quoi. On n'est plus totalement dans la célébration du canon esthétique parce que le système ne soutient pas ça, en fait. Le système ne soutient pas beaucoup. Ouais, tout à fait. Je ne pense pas que le système encourage vraiment la célébration de ce canon esthétique-là. Alors, c'est comme dans beaucoup de jeux de Ben Lehman, en fait, j'ai remarqué. Il y a un canon esthétique qui est une sorte d'accroche, alors que le système parle d'un autre truc. C'est un peu un déplacement à un moment donné. Le système parle vraiment de ce qui se passe à la table. Et le canon esthétique permet d'impulser en fait une première phase du jeu. Et je sais pas si, on pourrait décortiquer ça. Mais je pense que c'est une technique de game design qui est utilisée de manière récurrente par Ben Lehman, quoi. D'accord, ok. Je comprends vachement ce que tu dis parce que c'est lié vraiment à la façon dont la partie a glissé au fur et à mesure d'une partie d'échauffement un peu plus caricaturale vers des choses plus libre au fur et à mesure. Et en fait, je voudrais revenir sur le côté jeu avec MJ qu'on n'a pas vraiment. Ça se ressent vachement à ce niveau-là. En fait, j'ai l'impression que peut-être que le canon esthétique remplit le même rôle que le père, que le meneur de jeu. C'est de mettre le pied à l'étrier, mais c'est vraiment uniquement ça. D'ailleurs, au final, on disait souvent le personnage du père, mais le papa, dans la fiction, il n'a jamais intervenu, sauf à la toute fin pour amener Clover chez elle. T'as joué la maman Rose et May et Laurel. En gros, la seule différence avec nous à la fin, c'était que tu avais 3 personnages et que tu posais plus souvent la question de comment vous vous sentez. Mais en fait, normalement, je suis même pas censée. Enfin, je peux jouer des personnages, mais là, c'était vu que ça avait du sens de les faire et que vous m'aviez dit aussi, j'y suis allée, quoi. Mais ça m'a permis de participer aussi avec vous. C'était plutôt agréable. Mais du coup, au final, il y a ce côté où t'es là pour lancer les choses et ça fait écho avec le personnage du père, comment il est présenté. Il y a un MJ comme lancement, comme donneur d'énergie, comme animateur de la partie qui démarre les choses, mais qui après va donner l'énergie pour que les enfants jouent, mais après laisser les enfants jouer entre eux. C'est le démarreur. C'est le démarreur. Pas le moteur. C'est ça, mais c'est pas le moteur. Ouais. Et ça, c'est vachement lié à ça, et ça, c'est complètement dans le thème des enfants qui ont besoin d'être lancés un peu parfois, de leur insuffler une énergie. Après, c'est aussi parce que tous les personnages sont pas enfantins. Il y a le personnage de Mac qui est plus âgé, était souvent aussi relanceur d'énergie. Mais il y a quand même ce moment donné où les enfants se débrouillent entre eux et se lancent. Et à ce stade-là, ça devient effectivement complètement un jeu sans MJ. Et ce glissement-là est assez intéressant au fur et à mesure. Valentin puis Flavie. Très rapidement, ce qui est intéressant aussi, c'est que le rôle du père, alors encore une fois, il y a une forme de convergence parce que nous-mêmes, qui jouons sans MJ, mais avec une présence en fait, qui a l'animateur en fait, l'organisateur qui est là pour simplement éventuellement relancer le jeu, éventuellement passer à la phase suivante, éventuellement proposer la fin du jeu, ce qui fait que ça nous déresponsabilise de l'avancée. On n'est pas responsable, nous, de l'avancée du jeu, donc on n'a plus qu'à s'amuser, contempler, rigoler, ce qui est en convergence justement avec les enfants qui
s'inquiète pas de savoir quand est-ce qu'il faut finir la partie ou en tout cas quand Parce qu'il y a toujours une présence à côté derrière. En fait, c'est au-delà du côté initiateur, il y a ce côté présence en retrait Ouais. dont on sait qu'elle gère si besoin, tu Ouais. vois. Qui plus est, Présence les du père et de- personnages autour de la table ont chacun Sécurité, la des sécurité. rôles assez clairement Flavie. définis. Dire autour de la table, Fabien, c'était avec Max, c'était finalement Tricksters. Je sais plus comment on dit. Celui qui amène des trucs un peu plus amusants, un peu plus. Il y en a certains, c'est pour les choses un peu plus douces. Aaron et son chien avaient un côté à la fois doux et en même temps rigolo. Toi, Valentin, t'étais la personne un peu timide, du coup, qui va amener des choses un petit peu plus cérébrales. Enfin, autour de la table, tout est un petit peu clair comme ça, et donc du coup, en fait, comme chacun a son rôle à tenir, on a chacun des petits moments dans chaque scène qui vont ramener en fait ces petites choses-là. La question que je me pose en vous écoutant, c'est est-ce que finalement Ben Lehman n'a pas fait ce jeu pour le jouer avec des enfants? C'est-à-dire lui-même aurait occupé la position du papa et puis tu sais, par exemple pour jouer avec sa fille C'est ou son- possible, hein. Moi ça m'a fait penser au système d'aventure que tu avais mis en place sans la carte, mais pour Soren. Parce que tout a l'air très très simple finalement ou explicable facilement. Il n'y a pas de gros système de tableau Excel et tout ça. Tout a l'air d'être pensé pour que des enfants puissent y jouer, tu vois. Ou alors est-ce que non, il a destiné ça vraiment à des rôlistes barbus, il leur dit vous allez jouer des petites filles les gars. Les deux m'amusent un peu en fait à vrai dire. C'est-à-dire que c'est marrant le décalage aussi de demander à des gens qui sont habitués justement à des jeux de guerre, à des simulateurs de parce que voilà, le jeu de rôle c'était Wargame et compagnie. Hein. Les Un rôlistes, petit peu de douceur dans ce monde voilà, de c'est brut. ça, exactement. Les rôlistes, ils passent leur temps à se faire des combats et compagnie. Déjà, Prosopopée, tu vois, c'était une révolution dans la sphère du jeu de rôle francophone parce que un jeu où il n'y a pas de violence, waouh, c'est extraordinaire. Mais même à l'heure actuelle, Même à l'heure actuelle, oui. cite-moi 10 jeux sans violence, c'est pas évident. C'est-à-dire, quand je dis sans violence, c'est dans lesquels la violence n'est pas un meilleur moyen de résoudre n'est pas un moyen plus efficace que n'importe quel autre moyen de résoudre des situations. Est-ce que tu considères que, par exemple, Breaking the Ice, c'est un jeu, du coup... Ah ben oui, il y a des jeux comme Breaking the Ice, comme... Ils sont non violents, on est là. Ouais, comme, tu vois, les cordes sensibles. Donc il y en a quelques-uns, voilà. Oui, il y en a quelques-uns, mais, mais ils sont rares. C'est... Ouais. Je veux dire, à cause de l'importance qu'on a dans nos imaginaires et dans nos pratiques du système de combat. Je vais devoir vous laisser D'accord, ça roule. parce que je dois jouer à Clover en vrai. Donc je vous Ça, dis c'est à le deuxième tous. truc. C'est le deuxième truc que je voulais vous dire. C'est que depuis l'extérieur, étant moi-même papa, organiser des trucs et tout, pour moi, ça m'évoque pas du tout la contemplation. Ça m'évoque le attends, elle veut faire une fête. Oh là là, faut organiser. Il va falloir inviter les copains et tout. Ça me fatigue à l'avance. Je vous dis tous Salut, au revoir, Flavie. bisous. À plus, Fly. Et pour Chloé. te répondre, Romaric, non, parce que, enfin, je sais pas, du coup, c'est Flavie qui serait la mieux placée pour répondre, mais en fait, tu as ce côté, je peux profiter de la partie, de la fête, même en étant le papa ou la maman, sans avoir justement le rangement, l'organisation, les cris On des profite gosses. que des choses agréables, quoi. Et en fait, tu n'as, j'ai l'impression, que le côté agréable à gérer de cette fête. C'est là qu'on voit que c'est ou de vraiment la imaginaire promenade, comme jeu. voilà. Bah, c'est établi clairement que c'est une enfance idyllique, même pour les personnages qui sont pas des enfants. Donc tout D'accord. est nickel, tout est propre. Quand le chien va dans la piscine, il met de l'eau partout, mais c'est rigolo, c'est pas salissant. Tout ça. Valentin. En fait, j'ai l'impression que c'est une sorte d'utopie enfantine. Donc tout est merveilleux. Ce qui est assez, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un petit côté, je sais pas comment expliquer. Prends ton temps, Valentin. Tu fais des gestes avec les mains, j'essaie de deviner ce que ça veut dire. Idéaliste. J'ai envie de dire mélancolique, mais c'est pas exactement ça. Il y Un a rêve d'enfance, ouais, quoi. il y a Enfin, un petit côté. C'est un peu terrible parce qu'on sait que tout ça est une utopie impossible. Ah, oui, Et oui, à chaque je vois fois ce tu veux dire. qu'on se regarde en se disant mais ça c'est impossible, Hmm. il y a ce côté un peu Rêve on sait perdu, bien- voilà, quoi. c'est un Enfin, rêve. Mais On sait bien d'où que le c'est un fait rêve qu'on soit impossible, quoi. on est dans un dessin animé complètement en fait, Ouais. au niveau de l'esthétique et tout ça. Ah, c'est génial. Et du coup, il y aurait une forme de. J'ose le mot, il y aurait une forme de tragédie en fait dans ce jeu parce que du coup, contemplant Un ce peu. monde, tu sais aussi qu'il n'existera jamais. Et donc il y a une mélancolie, un côté. Je sais pas si c'est amer. écrit doux, noir amer. sur blanc dans les règles D'ailleurs, comme ça. C'est Gaël Sacré qui parle de doux amer pour définir Happy aussi. Ouais, tout à fait. Mais c'est Ouais. pas exactement le même sentiment que dans Happy. ouais. Là, c'est plutôt. Faudra le tester, je ouais. pense. Je pense que dans Happy, c'est plus systémique. Dans Clover, c'est
assez émergent et c'est peu codé dans le système, je dirais. D'accord. C'est plutôt le setting en fait qui est une utopie. Voilà, on joue une utopie et à la fin on se dit oui, mais de toute façon tout ça c'est pas possible quoi, d'avoir une enfance comme ça. Ouais. Intéressant ça. Chloé, Mais justement, j'ai perdu au jeu. Putain. c'est là. Arrêtez avec ce truc. Justement, c'est là où ce jeu, je ne crois pas qu'il ait été écrit pour des enfants. Ou en tout cas, je pense que c'est deux manières de jouer très différentes. Très bien. Où nous, en tant qu'adultes, on va justement rendre tout idyllique, alors que l'enfant, lui, va aussi avoir ses propres petits conflits et va le jouer comme dans la vraie vie. On va juste lui dire voilà, là tu es à une fête, tu fais ci, tu fais ça. Oui, mais non, moi j'ai pas envie de me mouiller, moi j'aime pas les bonbons, moi je veux encore des sucettes et ce sera certainement beaucoup moins idyllique. Après, D'accord. je pense que ça peut être très sympa à jouer avec des enfants. Mais du coup, c'est plus le même monde. Est-ce que tu penses qu'ils seront capables de respecter la règle de moi justement De c'était la cette question. idyllique. Bah ouais, moi je Mais pense pas. justement, non. Moi je pense pas. Après, effectivement, du coup, tu ne respectes plus cette règle. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire avec les enfants. Mais par contre, effectivement, la règle de base qui est où tu es dans un monde de bisounours n'existe plus. Parce que les enfants ne sont pas dans un monde de bisounours, quoi qu'on pense. Non, ouais. Valentin, quelque chose à ajouter ? Oui, c'était pour abonder dans le sens de Chloé et puis dire que je pense qu'effectivement, c'est pas un jeu pour les enfants. Il y a aussi, par exemple, Bliss Stage du même auteur, dans lequel on joue des enfants et je sais pas si ceux qui ont joué c'est pas très confirmeront ou Ils pas. sont ils sont un peu plus âgés. Oui, quand ils sont même. plus âgés. Adolescents, quoi. Ouais. Ils commencent quand même à découvrir leur sexualité. Oui, c'est vrai. C'est Adolescents, pas le même. Enfin, enfants, en fait, moins de 18 ans, quoi. Des mineurs, si tu veux. J'ai l'impression, ouais. Mais en fait, je ne crois pas que ce soit un jeu qui se prête spécifiquement à être joué avec des gens, avec des personnes qui ont le même âge que les personnages. Voilà. Je suis assez d'accord. Et je pense que Clover, c'est un peu la même chose. En tout cas, on voit que Ben Lehman est vachement sensible au canon esthétique manga et compagnie, parce que à travers Bliss Stage et à travers Clover, là, il s'inscrit dans un. C'est nous tous en quelque sorte, hein, tu vois. Enfin, regarde, qui n'est pas inspiré par des jeux, au moins quelque part dans ses travaux. Toi, c'est évident avec. Ah oui, complètement. À plein de niveaux. Fred, un jeu sur deux, c'est un jeu inspiré d'un manga. Tout à fait. Tu vois, bon, évidemment pas tout le monde, hein, c'est pas universel, mais ça fait partie de notre paysage culturel et de nos références, bien sûr. Excellent, excellent. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci à Merci, Flavie. Ah bah, Flavie est revenue. Elle va pouvoir... Merci. Au revoir. Et Chloé porte mon petit truc licorne. Oui, je te l'ai Mais piqué. j'ai perdu au jeu il y a moins de 30 secondes. Je te l'échange contre ton livre licorne qui a l'air trop formidable. Ouais. Et en c'est là. fait, Antoine m'a privé de la blague que je voulais faire en fin de podcast et je voulais savoir si je pouvais prendre le dernier bonbon, mais en fait, tu m'as privé du dernier bonbon. Merci quand même. Voilà, J'ai même pas tu fait vois comme attention. quoi le monde Pardon. n'est pas aussi idyllique Voilà, que dans Clover. Voilà. Les dragibus ne sont pas infinis, donc on n'est pas dans quelque chose d'idyllique et d'utopique. Merci Valentin, merci Fabien, merci Flavie, merci Chloé, merci Antoine. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout jouez bien. À bientôt. Et je m'en fous des Haribo, il y en a d'autres dans la cuisine.